Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un ingrédient qu'on croit tous connaître par cœur. Et pourtant, imaginez un peu, un aliment qui, quand il arrive en Europe, est vu comme un poison, voire une plante sataniste. On le mettait dans les jardins pour faire joli, mais personne n'osait y toucher. Cet ingrédient, c'est la tomate. C'est une histoire qui est pleine de surprises, vraiment. On a consulté plusieurs sources qui retracent tout son parcours. Et l'idée, c'est de comprendre comment cette petite baie des Andes est passée d'objet de curiosité, un peu suspect, à un pilier de la cuisine mondiale. D'accord. Donc, on va remonter à ses origines en Amérique du Sud, puis on suivra sa traversée de l'Atlantique, cette méfiance qu'elle a provoquée, ensuite sa conquête, lente mais sûre, des cuisines du monde, et on terminera sur ses usages actuels qui sont assez surprenants. Allez, c'est parti. Alors, premier point, et c'est un mythe qui a la vie dure, la tomate, à l'origine, n'a rien, mais alors rien d'italien. Son berceau, il est à des milliers de kilomètres. C'est en Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Ses ancêtres, c'étaient de toutes petites baies sauvages qui poussaient le long de la cordillère des Andes, au Pérou, en Équateur. Et ce ne sont pas les tomates qu'on connaît aujourd'hui, j'imagine. Ah non, pas du tout. Et c'est là que l'intervention humaine commence. Ce sont les civilisations précolombiennes, les Mayas et surtout les Aztèques, qui ont fait un travail de sélection. Ils ont domestiqué ces baies, ils ont choisi les plus grosses, les plus goûteuses. C'est un des premiers exemples de sélection agricole, en fait. Donc les Aztèques en mangeaient bien avant l'arrivée des Européens. Absolument. Pour eux, c'était un aliment de base. Au Mexique, ils l'appelaient tomate. Tomates. Oui, fruit enflé. Et ils le cuisinaient déjà en sauce. On a des récits qui parlent de sauce avec du piment, des graines de courge. C'est l'ancêtre de la salsa, quoi. C'est incroyable. Et c'est là que les conquistadors espagnols la découvrent. Exactement. Après la conquête de l'Empire aztèque, ils la rapportent en Europe. Ça, c'est vers le milieu du XVIe siècle, autour de 1540-1560. Même si certains textes parlent d'une arrivée dès 1520, en tout cas, elle traverse l'Atlantique. Et c'est là que les problèmes commencent. On pourrait penser à une arrivée triomphale, mais non. Elle débarque en Espagne, puis en Italie vers 1544, à Naples. Mais l'accueil est glacial. Pourquoi, Ève? Alors, la raison, elle est presque botanique. C'est une histoire de famille. La tomate fait partie des Solanacées. Les solanacées. Oui. Et en Europe, cette famille a une réputation, mais alors épouvantable. C'est la famille de la belladone, de la mandragore. Ah oui, d'accord. Les plantes de sorcières, carrément. Voilà exactement, des plantes connues pour leur toxicité. Donc, quand les botanistes européens l'ont classée, ils ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme. On la cultivait donc, mais juste pour la regarder. C'est ça. Pendant très longtemps, c'est resté une plante d'ornement. Ses fleurs, ses fruits très colorés, ça plaisait beaucoup. Mais l'idée de la manger, ça faisait peur. Et il y avait quand même une petite base scientifique à cette peur, si on peut dire. Oui, il y avait les deux. La superstition et l'observation. Les botanistes de l'époque ont vu que les feuilles et les fruits verts contenaient de la solanine, un alcaloïde qui est vraiment toxique. D'accord. Ça a renforcé la croyance. Le texte mentionne même des rumeurs. On lui prêtait des vertus satanistes ou aphrodisiaques. C'était un objet de curiosité, pas un aliment. Fascinant. Et alors, comment on est passé de la peur à l'assiette? Il a bien fallu que quelqu'un se lance. Le changement était très, très progressif. Et il est venu d'en bas. Une figure importante, c'est un médecin et botaniste italien, Pietro Andrea Mattioli. En 1544, il décrit le fruit et il lui donne un nom, Malum aureum. Pomme d'or. Exactement, pomme d'or. Mais alors, ça veut dire que les premières tomates arrivées en Italie étaient jaunes, pas rousses. C'est de là que vient pomodoro. C'est l'hypothèse la plus probable, oui. Le mot pomodoro vient de là. C'est assez ironique, non? Et Mattioli, il note quelque chose de crucial. Il écrit que des paysans, en Toscane, la faisaient déjà frire à l'huile d'olive. Ce sont les premières traces de consommation en Europe. Donc ce sont les classes populaires qui ont osé en premier. Mais ça a pris du temps. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'elle s'impose vraiment. D'abord dans le sud de l'Italie. Là, elle devient la base de tout. Les sauces pour les pâtes, la pizza. Elle accompagne même la montée du nationalisme culinaire italien. Ah oui, avec le drapeau, le rouge de la tomate, le vert du basilic, le blanc de la mozza. C'est l'unification de l'Italie dans l'assiette. La tomate rouge devient un symbole du pays. De paria, elle est devenue une icône. Et une fois qu'elle a conquis l'Italie, j'imagine qu'elle a commencé son tour du monde. Sa conquête s'est accélérée, oui.
Elle s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen. On la retrouve dans le gazpacho en Espagne, la ratatouille en France. Elle a même atteint l'Asie, ce qui est peut-être plus surprenant. Oui. Elle a été introduite par les Portugais au XVIIe siècle, mais elle s'est implantée beaucoup plus tard, surtout à partir du XIXe siècle en Inde. Aujourd'hui, c'est un aliment de base là-bas, essentiel dans un nombre incalculable de currys et de chutneys. Vraiment. L'Inde est le deuxième producteur mondial, juste derrière la Chine. De curiosité, la tomate est devenue un ingrédient universel. Bon, on ne peut pas y couper. La fameuse question, fruits ou légumes? Ah, le grand débat. Alors, d'un point de vue botanique, il n'y a aucune discussion possible. C'est un fruit. D'accord. Plus précisément, c'est une baie, parce qu'elle vient de la fleur de la plante et elle contient les graines. La définition est très claire. Oui, mais en cuisine, on l'utilise comme un légume. Personne n'en met dans sa salade de fruits. Exactement. Et ce décalage, il est même allé devant les tribunaux, aux États-Unis en 1893. Non. Si, l'affaire Nix contre Hayden. Elle est allée jusqu'à la Cour suprême. Et quel était l'enjeu? Une histoire de taxe. Il y avait une taxe sur les légumes importés, mais pas sur les fruits. Donc des importateurs ont attaqué en justice en disant « La tomate est un fruit, on ne doit pas payer ». Et alors, le verdict? La Cour a statué que pour les taxes et l'usage commun, la tomate devait être classée comme un légume. C'est une décision pleine de bon sens, finalement. Oui, le raisonnement, c'était de dire qu'on la sert dans les plats principaux, les salades, pas en dessert. Donc ça montre bien que le statut d'un aliment dépend du contexte, culinaire, légal ou scientifique. Alors, aujourd'hui, à quoi ressemble le monde de la tomate? Sa présence est multiple. D'abord dans l'industrie alimentaire, elle est absolument partout. Fraîche, en conserve, en purée, en jus, en ketchup. Son goût umami est très très recherché. Et le texte mentionne aussi son importance pour la recherche. C'est moins connu, ça. Oui, c'est une des plantes les plus étudiées. Elle sert de modèle génétique pour beaucoup d'autres plantes à fruits. Des chercheurs créent sans cesse de nouvelles variétés, plus résistantes aux maladies, aux changements climatiques. On l'utilise même pour tester des cultures high-tech comme l'hydroponie. Et le plus surprenant, c'est son usage en cosmétique. En effet, la tomate est très riche en antioxydants, notamment le lycopène, c'est le pigment qui lui donne sa couleur rouge. Le lycopène, d'accord. Et le lycopène est connu pour ses propriétés protectrices contre les radicaux libres et même les rayons UV. Donc, on en trouve vraiment dans nos crèmes solaires, par exemple. Absolument. Le texte cite ses bienfaits. Il aide à maintenir une peau saine et hydratée, il améliore l'élasticité, on l'utilise dans des écrans solaires, des masques anti-âge et même des compléments alimentaires. C'est un sacré parcours. D'une petite baie sauvage des Andes, devenue une curiosité crainte en Europe, à un pilier de l'alimentation mondiale, un sujet d'étude pour les scientifiques et un ingrédient pour la cosmétique. Cette histoire, elle nous rappelle surtout à quel point le statut d'un aliment est une construction culturelle et scientifique. C'est le parcours d'un produit qui a su franchir les barrières de la peur pour conquérir le monde. On termine avec une pensée pour la suite. Si la tomate qui était vue comme toxique a pu avoir un tel destin, quels autres aliments ou idées qu'on ignore ou qu'on méprise aujourd'hui pourraient devenir essentiels demain?